Salut, bienvenue. Alors c'est juste pour faire une mobilisation vite fait pour le 3 prochain à Paris. J'ai confirmé ici à plusieurs reprises moi-même ma présence. Je vais encore revenir sur ces criminels qui nous dirigent, en commençant par le criminel en chef qui est Paul Biya, dont on ne sait jusqu'à aujourd'hui s'il est vivant ou s'il est mort. Mais au moins nous avons une chose de sûre, nous avons une preuve qu'il ne dirige plus le Cameroun. Si on était dans un pays normal, si on était dans un pays sérieux, les gens seraient descendus dans les rues parce que depuis 2 ans aujourd'hui, il n'a plus fait signe de vie, véritablement. On sait que de temps en temps, il y a quelqu'un qui sort et on nous dit que cette personne, c'est Paul Biya. Il y a eu des experts en la matière, je n'en suis pas un, qui ont démontré à plusieurs reprises que ce n'est pas Paul Biya. D'autres qui disent qu'il est mort. Mais ce que nous savons, c'est que Paul Biya ne jouit plus de toutes ses facultés mentales et physiques. Et donc, par conséquent, ne peut pas diriger un pays aussi beau et aussi grand que le Cameroun, quand même, qui fait 30 millions d'habitants. Parce que des fois, en ce qui concerne les populations des pays, on dit le Cameroun a 25 millions d'habitants. Mais le dernier recensement au Cameroun, ça date de combien d'années? Peut-être une dizaine, une quinzaine. Parce que moi-même, depuis peut-être un peu plus jeune que ça, bon, ça fait un peu un moment, je ne suis plus si jeune que ça, on nous disait que le Cameroun fait 20 millions d'habitants. Ils étaient à 22 millions. Et donc là, après combien d'années? On nous dit toujours le Cameroun a 22, maxi on dit 25. Je crois que le Cameroun à l'heure actuelle doit être au-delà de 30 millions, largement. C'est pareil que le Nigeria. On dit que le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. On nous dit que le Nigeria a 200 millions d'habitants. Mais ce recensement officiel de l'État fédéral du Nigeria, qui a annoncé le chiffre de 200 millions d'habitants, date de pratiquement 20 ans. Ça veut dire qu'en 20 ans, les Nigérians ont encore fait des enfants et des enfants. Et c'est l'un des pays en Afrique qui a, de loin d'ailleurs, qui a l'une des plus grandes diasporas. Des millions de Nigérians sont aux États-Unis, sont en Angleterre, sont en Australie, ils sont en Afrique du Sud, ils sont un peu de partout. D'ailleurs, même au Cameroun voisin. Donc voilà, on nous annonce un Paul Biya, tantôt qui est allé au deuil de sa défunte sœur, sans qu'on ait effectivement des preuves. Mais qu'il soit mort, qu'il soit vivant, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui doit intéresser les Camerounais, c'est quoi? Est-ce que Paul Biya a encore toutes ses capacités? Est-ce qu'il jouit de toutes ses capacités? De ces capacités qui, en temps normal, lui permettent de diriger un pays? La réponse, c'est non. Paul Biya n'en est plus capable. Alors, il faut passer la main. Alors, il faut déclarer la vacance du pouvoir. Alors, il faut organiser une nouvelle élection libre et transparente. Et au préalable, mettre sur pied ce code électoral consensuel, mettre fin à la guerre au Nozo. On vient de voir l'image qui circule. Des chars qui sont en train de monter pour aller tuer nos frères à Bamenda. Des chars. Il y a eu peut-être une quinzaine de chars. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, alors qu'on a eu à un certain moment des crises diplomatiques importantes avec un pays comme le Nigeria, on en a eu parfois des problèmes à la frontière avec nos frères centrafricains, à l'Est notamment. On a eu des problèmes avec des pays voisins. Mais le Cameroun n'est jamais allé jusqu'à sortir des armes de guerre, de destruction massive, des chars et des armes les plus sophistiquées contre les étrangers. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, le Cameroun sort des armes les plus sophistiquées, les plus destructrices, pas contre les étrangers, mais contre ses propres enfants et sur sa propre terre, le Cameroun. Ce qui est inacceptable. Regardez, il y a des images sur la toile. L'image est sur d'ailleurs la page de Martin Tajot, où vous voyez des chars, une bonne quinzaine de chars en train de monter pour aller tuer nos frères anglophones.
Et je rappelle que l'État du Cameroun dépense 10 milliards de francs CFA tous les mois pour financer la guerre au Nozo. Et depuis 2016, c'est-à-dire que ça fait 5 ans, multiplié 10 milliards. Et l'argent là, ils disent qu'ils vont acheter des armes pour aller tuer les terroristes. Les terroristes ici, c'est qui? Ce sont toujours nos frères anglophones. Les terroristes, c'est qui? Ce sont nos frères, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. On est avant tout camerounais. Et je rappelle ici à ceux qui ne le savent pas, un seul char que vous voyez, un seul, construit, je dis bien, et équipe 11 hôpitaux. Un seul char que vous voyez, un seul, peut construire et équiper 11 les centres de santé. 11. Sans compter que ça prend 200 litres de gasoil par heure. Donc, s'ils ont déplacé ces machines-là seulement de Douala, je ne sais pas pour Bamenda, ou ne serait-ce que même de Bafoussam pour Bamenda, s'ils ont fait 2 heures en route pour arriver là-bas, sachez qu'ils ont dépensé par char 400 litres de gasoil. Ça prend 200 litres de gasoil par heure. Et un seul comme ça peut construire et équiper 11 centres de santé. Ce qui manque d'ailleurs au Cameroun. Au Cameroun, on a pratiquement un médecin pour 11 000 malades. Ils n'ont pas pensé construire des hôpitaux. Et même le Cameroun forme par an pratiquement 1000 médecins dans un pays qui a plus de 30 millions d'habitants. C'est déjà insignifiant. Mais non seulement le Cameroun se permet de former 1000 médecins par an, mais le Cameroun n'intègre que 300, c'est-à-dire dans la fonction réelle, fonction publique. Les 700 autres vont où? Soit ils sont au quartier, s'ils n'ont pas eu assez d'argent pour choco et avoir leur poste. Soit ils vont aller travailler dans des cliniques privées, soit ils vont, je ne sais pas, créer n'importe quoi au quartier pour se débrouiller, soit ils vont aller faire de bain-sitting, soit ils vont aller faire d'autres métiers, ou alors la dernière solution, s'ils ont un peu d'argent, ils iront travailler dans des pays étrangers où on a besoin de ces compétences, où d'ailleurs ces compétences sont valorisées. Alors qu'ils ont obtenu des diplômes, ils ont été formés chez eux. Ils ont été formés chez eux, mais pourquoi ceux-là qui sont assis et qui nous dirigent, ces criminels, quand je parle des criminels, je commence par le criminel en chef Paul Biya lui-même. Même quand il était à l'école, il n'a jamais été chef de classe. Quand on regarde son parcours, je dis bien, même moi, si qu'a dit que je ne suis rien, j'ai été premier de ma classe, en classe de 3e. J'étais premier de ma classe, donc j'étais naturellement le chef de classe au lycée classique de Tonga. J'ai été premier de ma classe. Paul Biya n'a jamais été premier de ça, mais il n'a jamais été même chef de son banc. C'est-à-dire, quand il partageait le banc avec ses voisins, il n'a jamais été même le chef d'un banc. Vous ne même pas dit chef de classe. De tricherie en tricherie. Son père à l'époque, catéchiste, est très introduit dans les réseaux religieux avec des prêtres. Il était très proche et d'ailleurs très complexé parce qu'il aimait, il adorait ce milieu, il adorait les Blancs. Et je peux aussi comprendre parce que c'était à une certaine époque, les gens n'étaient pas encore habitués à voir des étrangers, surtout ceux qui avaient la peau blanche. Il y avait ce complexe. C'est dans un contexte complètement particulier avec l'esclavage, la suite de l'esclavage, la colonisation et même la néocolonisation. Et donc, son père l'introduit. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Je vous ai déjà présenté des bouquins qui en parlent. C'est-à-dire que il est donc introduit dès cet âge-là au séminaire et tout, par le truchement de qui? De son père qui est très proche des prêtres. Même quand il vient donc étudier en France, à l'époque quand tu avais le bac voudrait dire que tout simplement tu es boursier. À l'époque c'était automatique. Père à son âme, il a bien expliqué, Capette de Bana a expliqué dans une vidéo que j'ai regardée il n'y a pas longtemps. Et ces informations circulent. Tu étais automatiquement boursier. Et donc tu venais faire tes études dans le pays de ton. Généralement c'était la France, la puissance tutrice et tout. Arrivé même en France, c'est à peine qu'il a obtenu une licence. Je dis bien à peine, avec toutes les difficultés du monde. Alors que la majeure partie des gens qui sont partis du Cameroun à l'époque,
qui ont obtenu des bourses, qui sont venus étudier ici en Europe, étaient tous majors de leur promotion. Le cas de Mongo Betty, de Osende Afana Castor, de Wungling Masaga, de Capet de Bana, de tous ces gens-là qui sont venus à l'époque étudier en Europe. Ils ont été tous des majors de leur promotion. Paul Biya encore, il était dernier. Paul Biya encore, il était zéro parmi tous ces gens, parmi cette promotion-là. Et il intègre l'université par quel réseau? Par le réseau de Louis-Paul Odjoula, qui était reconnu homosexuel. C'est par son réseau qu'il intègre la faculté en France. Et quand tu intégrais la faculté en France par le réseau de Louis-Paul Odjoula, qui était ici un administrateur colonial et qui a passé le temps à violer nos enfants dans les colonies, c'était son travail, sodomiser nos enfants et obliger certaines personnes à le sodomiser lui-même. Voilà par quel réseau il est passé pour arriver en Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Pour retourner, donc pendant qu'il était ici, il avait deux interdictions. L'interdiction de s'engager en politique, c'est-à-dire quand tu faisais partie du réseau odjulatiste, tu avais l'interdiction de te prononcer sur tout ce qui est politique. Raison pour laquelle on n'a jamais vu Paul Biya pendant tout ce temps, pendant son parcours d'étudiant en France, on ne l'a jamais vu militer pour quelque parti politique que ce soit. Ça, c'est d'un. De deux, ils avaient interdiction de se prononcer et de militer, je vais dire, dans des mouvements. Comme à l'époque, il y avait la FEANF ici, Fédération des étudiants d'Afrique noire, dirigée à l'époque par Cheikh Anta Diop. Paul Biya ne s'était jamais rendu là-bas. Et il y a des témoignages de ses camarades de classe, et même certains, les Aïssi Vodo, tous ces gens qui le méprisaient. Et Mongo Betty lui-même témoigne dans son ouvrage, même bas sur le Cameroun. Mongo Betty lui-même le dit de façon claire que Paul Biya était dans sa chambre cachée à chaque fois. Dès qu'il finissait, il partait, quelques rares fois, il pouvait se permettre de lire un peu quelques journaux de la FEANF qui parlait des résistances, parce que la FEANF ici, c'était l'un des mouvements des étudiants en France ici qui, beaucoup sont partis de là pour être des leaders dans leur pays. C'était des gens qui avaient déjà commencé des revendications depuis la France. Mais pendant ce parcours, Biya n'a jamais été ni impliqué dans inscrit régulièrement dans un parti politique. Jamais. Il n'a aussi jamais été parmi les étudiants qui étaient en même temps des militants. Que ce soit même de dernier rang, pour ne pas parler de premier rang. Pendant tout ce temps, il se consacrait tout simplement à ses études. Et même dans ses études, il était nul. Je dis bien, il était nul. Et donc, c'est par le truchement de Louis-Paul Odjoula, franc-maçon reconnu, par ce même réseau, qu'il rentre au Cameroun à l'âge de 29 ans, intégré le cabinet civil. On est en 62. Tout jeune, il arrive au Cameroun. Il y a des gens qui avaient obtenu des gros diplômes, des gens qui avaient des grosses compétences, qui avaient même travaillé à l'échelle internationale et qui sont arrivés au Cameroun. Leur dossier a été bloqué. Ils ne pouvaient pas tout simplement occuper ces postes. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord le réseau de Louis-Paul Odjoula qui était prioritaire pour occuper, c'est-à-dire les gens qui étaient issus de ces réseaux étaient prioritaires. C'était eux qui occupaient des postes. Ce qui fait qu'il a intégré rapidement et tout, et il a commencé à gravir des échelons. Ministre de ceci, ministre de cela, directeur du cabinet civil, après premier ministre et tout. Samuel Ebois et Vodo, dont je viens de parler, avaient du mépris pour lui. Et partout où il est passé, il y a eu un bilan. À sa sortie, d'avoir occupé tous ces postes-là, il y a eu un rapport sur la personne de Paul Biya qui disait ceci de façon claire. Il est lent, il est médiocre et il est inapte dans la prise de décision. Voilà ce qu'il en sort. Mais c'est lui qui va être après projeté Premier ministre, président de la République. Il y a une histoire toujours dans les bouquins que je vous ai toujours déjà présentés où Aïssi Vodo assène une belle paire de claques à Paul Biya en disant que nullissime que tu sois, il ne s'entendait pas. Des Samuel Ebois avec du mépris pour lui. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, Diom Gout est notre Premier ministre. Quelqu'un comme le ministre de la Justice, Laurent Esso,
a du mépris, mais cette fois-ci pas parce que Dion Ngouté intellectuellement est inconsistant ou incompétent, mais il a du mépris pour lui parce que le pays est dans leurs mains. Quand petit pays chante Laurent Esso, le cœur du pays, ce n'est pas un hasard. C'est pour ça qu'il dit, je suis moi Laurent Esso, je ne peux pas venir m'asseoir dans un conseil des ministres qui est dirigé par toi, Dion Ngouté. Voilà comment on le méprise. Il est juste premier ministre de nom. Il ne dirige personne, il ne commande rien, il est juste là comme ça. On fait croire aux anglophones que vous avez quand même votre frère qui est premier ministre. Mais en réalité, il est juste là pour être là, ça ne sert pas à grand chose. Il ne peut pas prendre une vraie décision, il ne peut rien influencer. Voilà l'affaire de Covid qui est là. Voilà l'affaire de Covid qui est là. Et tous ces gens sont impliqués. J'ai vu encore une vidéo, je regardais la vidéo de je ne sais plus quel ministre à la con, qui est venu défendre les 186 milliards, le bilan de tous ces ministres en disant, le ministre des Finances Motazé, qui dit que l'audit n'est pas un audit commandé par le Fonds monétaire international, c'est un audit qui était prévu depuis. Et même après ça, il affirme encore que, effectivement, il y a eu des détournements, sauf que le gars essaye de se protéger et il jette donc les autres à la vindicte populaire. Voilà notre Cameroun. Le Cameroun est dirigé par qui? Le Cameroun est dirigé par des sectes. Le Cameroun est dirigé par des pédophiles. Le Cameroun est dirigé par des incompétents, par des médiocres. Quand tu vois quelqu'un comme Jean de Dieu Momo, je suis sûr de moi que je me mets à l'école, Jean de Dieu Momo ne peut pas me dépasser. Parce que même son doctorat, on ne sait pas comment il a fait pour l'obtenir. Il est avocat, on ne sait pas quelle compétence il a. Il y a bien quelqu'un qui a dit à Jean de Dieu Momo, tu ne seras jamais un avocat. Pour ne même pas dire grand avocat. Parce que tu n'as rien. Tu n'as aucune qualité d'un bon avocat. Tu n'as aucune qualité d'un grand avocat. D'un grand avocat. Tu n'es ni éloquent. Tu n'es ni élégant. Tu n'as pas de prestance. Tu ne sais même pas écrire. Tu ne connais rien de tout ça. Tu n'as même pas de tenue. Même quand vous le voyez tenu debout, il a l'air d'un gros, je ne sais pas, villageois, comédien, qu'on ramasse quelque part, on vient mettre là-bas. C'est ce qu'on appelle une souillure. C'est un sinistre. Il n'est pas ministre, il est sinistre. Il a désacralisé cette place noble de ministre. Quand on parle de ministre dans des vrais pays, on ne parle pas de Momo, je suis désolé. On ne vient pas voir quelqu'un comme Momo, ministre de la Justice. Dans quel monde? En tant que ministre de la Justice, il se prononce sur une affaire dont il n'a pas recoupé toutes les informations. Il n'a pas la maîtrise du dossier, mais parce qu'il soutient son ami, certainement violeur comme lui, dans la bassesse. Je ne sais pas, Martin Camus Mime, c'est des gens, je ne sais pas. Il soutient son ami et il insulte la jeune fille Malika. Je ne dis pas que Malika est parfaite. Mais Malika est la victime. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est permis, dans le réseau de Martin Camus Mime, de divulguer ses photos privées. Son sexe est dehors et tout est dehors. Même si on dit qu'elle était droguée, elle, c'est une waka. Une waka, ce n'est pas parce qu'elle est waka que vous avez le droit de partager ces images sur les réseaux sociaux sans son autorisation. Si elle est même waka, c'est avant tout un être humain. Et leur groupe là, qui est appelé Déconnons un peu, leur groupe, il faut bien le rappeler, ce n'est pas un groupe seulement où les hommes couchent avec les femmes. C'est un groupe dans lequel les hommes sont avec les hommes, les femmes sont avec les femmes, les ministres de ceci, les directeurs de cela, et tous ces gens-là sont mélangés, font leurs choses entre eux. Ils passent leur temps à déconner. Déconner ici avec les enfants des gens. Même si c'est clair que cette fille n'est pas, c'est pas une fille de cœur. Il y en a comme ça au pays, disons-nous les vérités. Mais qui a publié ces photos? Voilà où le problème commence. Que ce soit le cas Paul Chouta, c'est pareil. La photo est dehors, ce n'est pas normal. Qui a mis la photo et la vidéo dehors? Voilà où le vrai problème se situe. Donc, le ministre Momo ici va s'en prendre à la jeune fille en soutenant son ami, Martin Camus Mime. Je ne sais d'ailleurs comment
ils sont devenus amis. Sauf qu'ils sont amis, on va dire, à moins qu'ils soient amis, on va dire, dans la bêtise, dans l'humiliation d'autrui, dans la médiocrité, dans la méchanceté gratuite. Dans ce cas, alors, je comprends, ils sont, n'est-ce pas, des amis. Il soutient donc Martin Camus Mime. Le moment venu, quand il sent que ça a cuit sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il retire maintenant son soutien à Martin Camus Mime. Sauf qu'il retire son soutien à Martin Camus Mime, mais il ne s'excuse pas devant cette petite qu'on appelle Malika. C'est ça le problème des Camerounais. C'est ça notre problème. Le mépris pour l'autre, le mépris pour autrui. On se dit non, on est toujours meilleur que les autres. Les autres ne valent rien. Les autres ne représentent rien. Je suis ministre. Les autres là, c'est les qui? C'est avant tout des humains. Nous allons vous obliger. Je dis bien, cette nouvelle génération va vous obliger à respecter les gens. Cette nouvelle génération ne compte plus courber l'échine. Soyez sûr, ministre, directeur, président et autres, que ça ne sera plus jamais comme avant. Soyez-en sûrs. Ça ne sera plus jamais comme avant. Nous allons vous obliger à respecter les gens. Nous allons contraindre ces gens-là à travailler, à rétablir les gens dans leurs droits, à faire la promotion d'une véritable justice au Cameroun. Il y a une nouvelle génération qui est debout. Salut mon frère Ndongo Akhenaton, je sais que tu es là. J'espère que tu vas bien. Donc, voilà Momo donc, qui d'un côté présente ses excuses, retire ses mots, mais ne s'excuse pas auprès de la jeune fille parce qu'il estime que non, de sa position de ministre, il serait très rabaissant de demander pardon à une jeune fille de 19 ans. Voilà notre problème. Ailleurs, on voit des gens qui ont 50, 60 ans demander pardon aux gens qui ont 15 ans. Même moi, en tant que papa à la maison, mon fils, parfois, je fais des bêtises. Je dis à mon fils, viens, je le prends dans mes bras, je lui explique. Papa s'est trompé, je t'ai tapé les fesses pour un petit truc, mais tu n'avais pas tort. Je prends le temps de lui expliquer. Je dis, papa a fait une bêtise, il fait excuser papa. Je discute avec lui, oh, il n'a que 4 ans. Mais il comprend, il sait dialoguer. Il échange avec moi. Quand il fait une bêtise, je dis, ça c'est une bêtise. Il faut savoir, ces bases-là, ces valeurs, il faut les inculquer dès le bas âge. Savoir s'excuser, savoir dire pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est quelque chose qui est tellement lourd pour le Camerounais. Voir un Camerounais qui serait capable de dire, je me suis trompé, il y en a très peu. Ils sont nombreux. Je dis bien, ils sont nombreux. Pour eux, demander pardon, c'est comme si on était en train de se rabaisser. Demander pardon, c'est comme si on s'humiliait. Mais ce n'est pas ça. On ne s'humilie pas quand on demande pardon. On ne se rabaisse pas quand on demande pardon. On peut présenter ses excuses après avoir fait une bêtise. Et il faut que ce soit quelque chose de normal, que les gens l'intègrent chez nous. C'est de ça qu'il est question. Quand vous regardez tous ces ministres, quand vous regardez tous ces gens-là, leur parcours, ils font des études sur place au Cameroun. Ce sont parfois, la plupart, je vais dire, des diplômés de la servitude. Rarement parmi eux, on trouvait des intellectuels, des véritables intellectuels, parce que les véritables intellectuels du Cameroun, tels qu'on en connaît, ont été tous écartés. Le cas des Mongo Betty et tous ces grands, les Fabien Eboussi Boulaga, c'est des gens qui ont fini au Cameroun, ils n'avaient presque rien. Mongo Betty est mort en 2001, je crois, pour une affaire de dialyse dans un hôpital du Cameroun. Voilà, il est parti comme ça. Est-ce qu'il y a eu des grandes cérémonies? Est-ce qu'il y a eu un cérémoniel au Cameroun pour rendre hommage? Pour mettre tous ces grands-là au Panthéon? Non, on ne l'a même pas fait pour Oumyobé, à plus forte raison pour les autres. On ne l'a pas fait pour les Wungli Masaga. On ne l'a pas fait pour les Capet qui sont partis il y a quelques années. On ne l'a pas fait pour tous ces gens. Ernest Ouandjé, on ne l'a pas fait pour tous ces gens-là. Pour Jérémy Ndeléné, on n'a pas fait pour Paul Momo. On a fait pour personne. Pour Elisabeth Ndjouka. Tous ces gens-là qui sont partis. Et c'est pour ça que cette malédiction-là persiste. Dans un vrai pays,
quand on veut le bâtir, quand on veut construire un vrai pays, ça commence par là. Je vous avais pris plusieurs exemples, dont l'exemple le plus parlant est le Ghana. Il y a un certain Kwame Nkrumah, au Sagefo, qui a fait son travail. Il a posé les jalons du Ghana actuel. Mais il y a eu un qui est arrivé, paix à son nom, Jerry Rawlings, quand il a pris le pouvoir, alors qu'au départ, son but, son rôle, il ne voulait même pas d'ailleurs diriger le Ghana. Mais à un moment, il a senti qu'il fallait qu'il prenne ses responsabilités, comme Assimi Goïta est en train de faire actuellement au Mali. On a laissé Mbadao et son ami au poste de Premier ministre et tout, Noktawan. À un moment, Assimi Goïta se dit, mais il y a un problème quelque part. Ces deux ont refusé de signer le contrat avec la Russie. Et la Russie ne peut pas intervenir dans le Sahel s'il n'y a pas un accord préalable entre le président de la République ou celui qui dirige la transition. Ils ont voulu faire signer le contrat par le vice. Les Russes ont dit non, nous intervenons dans un cadre légal. Alors Assimi Goïta les ramène à Kati. Ils vont appeler ça coup d'État, mais ce n'est jamais un coup d'État. Encore qu'il y a des coups d'État qui soient des coups d'État salutaires. Il y a des coups d'État qu'on peut encourager. Et les coups d'État, ce n'est pas une affaire arrivée en Afrique par des Blancs. Qu'on arrête de déifier les Africains, qu'on arrête de faire croire que les Africains sont tellement parfaits qu'à l'époque en Afrique, avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas de coup d'État. Il y avait même ça dans nos chefferies, il y avait ça dans nos royaumes. Cheikh Anta Diop en parle en passant dans son ouvrage Nation Nègre et Culture. Et ça existe, même chez moi, il y a un nom là dans ma langue pour appeler ça. La cérémonie du Seth, c'est-à-dire la cérémonie de régénération spirituelle d'un roi. Un roi, un chef de village pouvait aller en guerre. D'ailleurs, c'était eux qui partaient en guerre. C'était eux qui étaient devant quand il s'agissait de faire la guerre. Ce n'était pas comme Paul Biya maintenant qui est assis dans son salon. Il donne des ordres aux gens d'aller tuer des anglophones. C'était des chefs, on disait en même temps tu es chef de guerre. Quand tu es chef de guerre. C'est toi qui dirigeais tes troupes. Et donc, un chef pouvait partir donc, en guerre. Il a une grave blessure. Quand vous étudiez l'histoire de la Nubie ancienne, vous avez une grande reine là-bas à l'époque qu'on appelait la reine Candace Amanirenas. Elle avait un œil comme ça. Elle était bonne, si vous voulez. Parce qu'elle a perdu cet œil-là où elle a perdu cet œil au combat. Elle n'était pas dans sa chambre. Elle n'était pas dans son royaume, dans son palais. Non, elle était au front. Ce n'est pas des Biya aujourd'hui, des peureux, des débits, je ne sais pas, les Sassou Nguesso, qui sont assis chez eux, ils donnent des ordres, allez tuer les anglophones comme Paul Biya le fait. Lors de cette cérémonie, qui est une cérémonie qui existe encore aujourd'hui dans nos cultures, dans nos traditions, vous allez au plus profond chercher. Et le meilleur endroit pour trouver tout ça, vous avez ce qu'on appelle les universités millénaires. L'université de Douala, Yaoundé, tout ça, c'est les écoles conventionnelles où on vous dit, récitez ceci, vous aurez tel résultat. Bon, vous aurez peut-être la moyenne de 10 sur 20. Récitez et venez plaquer tout simplement ce qu'on vous a dit de dire. Faites vos récitations, vous allez obtenir ces parchemins. Mais il y a une autre école qu'on appelle l'école pour comprendre des recherches, l'école pour expliquer, l'école pour percer les mystères. Il y a une autre école qui existe sur le continent africain depuis des millénaires avant l'arrivée des Occidentaux, qu'on appelle les écoles millénaires. Il y en a partout sur le continent africain. Allez chercher, inscrivez-vous et apprenez. Ne venez pas vociférer sur les réseaux sociaux que vous avez bac plus ceci. Ça ne m'impressionne pas moi personnellement, qui suis de formation initiatique. Ça ne m'a jamais impressionné. Donc, la cérémonie de Sed ici, c'est quoi? C'est une cérémonie de régénération spirituelle où on fait ce qu'on appelle la mise à mort symbolique du roi afin de faire renaître. C'est un peu comme on te fait mourir, mais symboliquement, on te fait revenir encore plus fort. Et pendant ce temps, on mettait un chef intérimaire. Et il arrivait que quand le vrai chef légitime, issu de la lignée chefale, revienne, bah, on lui dit non, tu ne peux plus reprendre ton poste parce que l'intérimaire a décidé de faire, de prendre ton fauteuil tout simplement.
Donc pour revenir ici, je suis parti un peu loin pour expliquer. Pour revenir sur le cas du Ghana, il y a eu Jerry Rawlings qui a pris le pouvoir et qui a posé les bases. Après, qui a continué l'œuvre de Osagyefo, qui a été humilié, mort en Roumanie, alors qu'il sortait d'un grand pays qu'on appelle le Ghana. Pour avoir soutenu son frère sur le pays voisin, la Guinée-Conakry, il a été humilié dans son propre pays parce qu'il y a encore des gens qui pensent que le problème du Ghana est le problème du Ghana. Alors qu'il le disait en 1964 dans son bouquin Africa Must Unite, il le disait quand, après ici les indépendances du Ghana, il disait clairement ceci: l'indépendance du Ghana n'a pas de sens, à moins qu'elle soit liée à la libération totale de l'Afrique. Lui parlait du panafricanisme. C'est pour ça qu'on parle en Afrique de Kwame Nkrumah en tant que le père du panafricanisme. Mais pas des États-Unis d'Afrique. Il y a une différence entre les deux. Quand on parle des États-Unis d'Afrique ici, on va voir Gamal El Nasser, le président égyptien. Qu'est-ce qu'il va donc faire au Ghana? Kwame Nkrumah, qui était abandonné dans son village, le corps était abandonné là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire, Jerry Rawlings? Il va construire une sorte de panthéon en plein cœur d'Accra au Ghana, comme c'est le cas d'ailleurs au Mali. Et quand vous regardez ce panthéon, c'est la dernière pyramide qui a été construite en Afrique, en plein cœur d'Accra. Il est allé donc déterrer les restes. Déterrer. Il y a eu un grand cérémoniel, n'est-ce pas? Traditionnel d'abord, et maintenant, par la suite, sur l'ensemble du territoire, territoire. On retire donc les restes de Kwame Nkrumah. On revient mettre en plein cœur du Ghana, à Accra. On lui construit un panthéon ainsi que ses camarades. Et on organise un cérémoniel de dignification de ces pères de l'indépendance, de ces gens qui sont tombés parce qu'ils soutenaient, parce qu'ils défendaient leur pays. C'est le père de l'indépendance du Ghana. Et c'est comme ça que par la suite, c'est de cette façon-là seulement que le Ghana a commencé progressivement à semer la graine de ce que vous voyez aujourd'hui. Un Ghana avec des autoroutes à perte de vue, avec de magnifiques villes comme les Tamale qui sont construites. La nouvelle ville de Tamale, quand vous regardez, c'est quelque chose d'incroyable. Quand vous regardez Accra, je rappelle qu'à l'époque, dans mon quartier, il y avait beaucoup de Ghanéens. Il y a des Ghanéens qui ont vécu chez moi 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont installés. Parce que c'est un pays à l'époque, les gens avaient faim. Les gens avaient faim à cette époque. Mais le Ghana actuel est un pays qui est sur la bonne voie. Le pays est en train d'évoluer. J'ai encore regardé une image du Ghana, d'un projet de réalisation d'une corniche comme ça à Accra. C'est quelque chose d'incroyable. Quand vous regardez ce qui est construit au niveau du port d'Accra et tout ce qui est en train de se faire dans ce pays, il y a une alternance au niveau de l'État, au sommet de l'État. 4 ans encore, et puis vous vous barrez, on fait venir notre président. Il y a cette alternance-là à la tête de l'État. On voit des nouvelles têtes de temps en temps. Mais au Cameroun, non. Le même est là depuis 39 ans. Il est là depuis 62. Beaucoup ici n'étaient même pas nés. Le Biya était déjà au cabinet civil. Il est encore là. Il faut faire comme Jerry Rawlings a fait au Ghana. Il faut faire ça dans pratiquement tous ces pays africains. Le Cameroun ne pourra pas avancer. Les accidents de circulation vont continuer comme vous voyez. Le développement n'est pas seulement quelque chose de matériel. Le développement n'est pas seulement quelque chose de physique. Je vais vous prendre un exemple. Je suis en plein cœur de Paris. Je suis là, par exemple, je suis à l'Opéra. Quand vous regardez cette architecture, c'est une architecture, on appelle l'architecture haussmannienne, n'est-ce pas? On est là, vous avez juste derrière vous. Vous avez juste derrière vous l'Opéra, n'est-ce pas? Si vous venez un peu plus tard ici, vers 21 h, vous allez voir, il y a du monde là en train de danser, chanter. L'Opéra. L'Opéra est conçu par qui? Vous cliquez, vous allez voir Charles Garnier. Qui est Charles Garnier?
Allez bien chercher dans son histoire, Charles Gagné n'était pas n'importe qui. On ne se lève pas un matin pour développer un pays. On ne se lève pas un matin pour construire un pays. Allez chercher à savoir qui était Georges Eugène Haussmann, qui est celui qui a bâti cette ville, qui a construit, l'architecte qui a pensé et qui a repensé tout ceci. Allez voir ce que, qui était Gustave Eiffel, qui a fait la tour Eiffel, même si il y avait deux amis qui avaient conçu et pensé la tour Eiffel, mais Gustave Eiffel est celui ici qui a juste mis le nom, n'est-ce pas? La construction, ce n'est pas seulement physique comme vous voyez. La construction est avant tout quelque chose d'ailleurs, même de, parfois même de l'ordre même du transcendant. Il y a des gens qui arrivent à faire certaines choses. Mais ces personnes-là, au moment de réaliser ces choses, ne sont plus dans un état normal, comme toi et moi, par exemple. Ils ne sont plus dans cet état d'un homme vulgaire, mais ils deviennent une autre personne pendant qu'ils sont en train de penser, pendant qu'ils sont en train de réaliser toutes ces choses-là. Je vais vous montrer par exemple quelque chose. Vous allez voir là au-dessus. Vous allez voir là. Regardez bien, hein, prêtez attention. Vous avez d'abord beaucoup d'insignes maçonniques. Ceux qui ont construit la France sont des francs-maçons et ils peuvent s'en vanter. Je dirais que ceux-là, c'est des bons francs-maçons. Même si parmi eux, il y a beaucoup qui ont détruit le continent africain, n'est-ce pas? Avec leur réseau maçonnique de la France-Afrique. Mais en ce qui concerne leur propre pays, ils ont tout fait pour construire. Regardez bien, hein, vous allez voir les noms au-dessus. Vous avez là, chorégraphie. Un peu au-dessus, en bas, vous allez voir Rossini, n'est-ce pas? Vous avez Rossini. Il faut chercher à savoir qui est Rossini. Regardez à côté, vous allez voir Aubert. Et il y a une grande gare à côté qu'on appelle la gare d'Aubert. Regardez à côté, vous avez les Beethoven. Qui étaient les Beethoven? Là, vous allez voir, vous avez Mozart. Vous continuez là, vous avez Spontini. Qui était Spontini? Regardez, ça continue. Bon, maintenant, je reviens. Vous allez voir au niveau du haut, il y a des têtes. Et c'est les têtes de tous ceux qui ont travaillé là, les têtes de tous ceux qui ont pensé, les têtes de tous ceux qui ont conçu tout ça, ceux qui sont passés ici, les plus grands penseurs. Regardez les vrais pays. Donc regardez, vous allez voir qu'à chaque fois, vous avez les têtes là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà donc les têtes là qui partent jusqu'à l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez. N'est-ce pas? C'est ça le développement. Le développement, ce n'est pas seulement ce que vous voyez de façon physique. Le développement, ce n'est pas seulement ce que vous voyez qui est l'aspect matériel qu'on vous montre, non. Il y a avant ça, avant que ceci n'existe de façon physique comme vous voyez, il y a eu d'abord cette même chose qui a existé dans l'abstrait. Voilà. On a d'abord pensé cette chose avant de réaliser la chose. Bon, je prends maintenant un autre exemple. Le cas, par exemple, vous avez aujourd'hui, au lieu de faire, vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire pour rendre hommage à ceux-là qui sont passés ici et qui étaient les plus grands et tout, qui ont d'ailleurs marqué même l'histoire de la musique occidentale en général. Si je vous prenais ce couloir, si je prends ce couloir, on sort là directement à... On va sortir directement là chez... comment ils appellent à l'Olympia. Si je prends le couloir qui est juste là, là, je prends, on va tout droit comme ça, on va sortir à l'Olympia de Bruno Cocatrix. Vous allez voir, il y a des choses encore que je peux vous montrer, mais là, je dois aller laver mes assiettes. Je suis pressé. Je n'aurai pas tout ce temps-là pour entrer dans des détails. Bon, c'est des directs assez intéressants et assez édifiants. J'espère que vous avez retenu quelques 2-3 choses. Ça, c'est un autre Bertie de Camus. Donc, quand je fais des directs pour parler des choses sérieuses, là, par exemple, il y a 81 personnes. Après, ils vont dire que, ah, il aime trop faire le Congo, ça. Oh, il aime faire ceci. Bon, quand je parle de ce qui est intéressant, je parle de ce qui est constructif. Vous n'êtes jamais là. Voilà. Bon, je continue. Je suis en train de prendre l'exemple du président Sassou Nguesso. Voilà Sassou Nguesso qui a versé le sang des Congolais. Il a versé le sang et continue encore de verser le sang des Congolais. Je crois peut-être que ces dernières années, au lieu de laisser le pouvoir, il a plutôt
il a fait passer à la table roumaine son principal opposant en disant que non, il est mort de Covid. Mais on sait ce qui s'est passé. Sassou Nguesso, ici pratiquement 74-75 ans, je crois, est encore au pouvoir. Il a pratiquement fait 36 ans de pouvoir. Il a dépensé récemment 14 milliards de francs pour construire un mausolée pour sa fille, pour sa défunte fille. Et il s'en veut d'avoir participé directement à la mort de cette fille. Et pour acheter la conscience des gens, pour lui-même essayer de laver. Je ne sais pas s'il est possible d'effacer complètement ces choses-là, mais il essaye quand même, tant bien que mal, de faire certaines choses pour laisser croire que, bon voilà, il était un père aimant, très aimable et autres. Il sort 14 milliards de nos francs pour construire un mausolée où il a mis les brosses à dents de sa défunte fille, les caleçons de sa défunte fille, je ne sais plus quoi, les brosses à cheveux, je ne sais plus, ses vêtements. Il a ramassé tout ça, il a mis là-bas, il a dit, désormais, si vous venez ici, prenez votre temps, c'est la maison de ceci, cela. 14 milliards. Mais vous avez juste à côté des gens qui meurent de faim. Mais là n'est pas le plus intéressant. Pour prendre le cas, j'ai parlé tout à l'heure du cas du Ghana. J'appelle les dirigeants camerounais à faire la même chose pour que le Cameroun puisse se réveiller. Parce que tout ce qui arrive au Cameroun, les routes sont non seulement mauvaises, mais les pères fondateurs, ceux qui ont tout donné pour que ce pays ait ce semblant de liberté, sont mécontents. Il faut apaiser leur cœur. Il faut faire des libations. Il faut faire un cérémoniel national de dignification de tous ces enfants qui sont tombés, de tous ces héros qui sont tombés parce qu'ils défendaient leur pays. Je dis bien tous, sans oublier même le plus petit, qui à l'époque avait pris une pierre pour viser le colon. Il doit être rétabli. Pour construire un pays, c'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas pour rien que vous voyez là partout, on vous dit le métro Guy Moquet. Guy Moquet, il est mort lors de la guerre avec 17 ans. Regardez quand je vous montre la France. Ils savent faire ces choses-là. Cliquez, vous allez voir le nom des rues. Prenez là par exemple rue Alévi. Cliquez qui est rue Alévi. Vous allez à chaque fois. Je peux vous faire ça par exemple le jour que j'aurai un peu de temps. Je peux prendre mon téléphone, je marche seulement dans le métro. Je prends ligne 1, la ligne 1 du métro parisien. Je commence à détailler l'histoire de tous ceux-là. C'est-à-dire que je prends tel nom, telle station, tel nom, telle station. J'explique l'histoire. Pourquoi ce nom-là plutôt que l'autre? Il appartenait à quelle identité spirituelle? Il appartenait à quel camp? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce nom? Je vous donnerai tous ces détails-là. Mais je fais ce travail gratuitement pour certains nègres, parfois même qui m'insultent même. Ils arrivent à avoir 100 francs de connexion, ils viennent aussi se mettre sur Facebook et dire que Betty le Kami t'es qui? Je vous avais d'abord dit que j'étais quelque chose, je ne fais que laver mes assiettes. Me voilà qui part laver mes assiettes. Et il y a déjà fait 43 minutes. Je suis même en retard. Donc, pour finir ici, j'étais en train de parler du cas. Bongo. Le père de l'indépendance qui s'est battu, on appelait Fulbert Youlou. Donc, Bongo ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il va aller acheter, c'est-à-dire que il va aller acheter les ossements humains. De qui? De Savognan de Brazza, qui n'est rien d'autre qu'un violeur. Il a violé nos mamans Batéké, il a violé nos sœurs, violé nos enfants Batéké. Mais parce qu'il s'appelle Savognan de Brazza et franc-maçon comme lui, il va aller en Algérie payer des millions pour récupérer les restes, n'est-ce pas, de Savognan de Brazza et toute sa famille. C'est-à-dire qu'il va aller acheter les ossements humains pour ramener donc à Brazzaville et construire un grand mausolée qu'il va appeler mausolée Savognan de Brazza. Et tout à l'intérieur là-bas est tellement brillant et tout est beau et c'est en marbre. Il a fait ça pour qui? Il fait ça pour Savognan de Brazza. Mais allez regarder à quoi ressemble le tombeau de Fulbert Youlou, père de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Allez regarder à quoi ressemblent tous ces gens-là, même tout ça, il y a beaucoup même qui n'ont pas d'ailleurs eu droit
Même, ils n'ont même pas eu droit à un sépulcre digne de ce nom. Il y a d'autres qui ont été enterrés complètement, ils ont été coulés dans le béton. Il y a d'autres les corps dont les corps ont été complètement déchiquetés et jetés aux chiens. On veut donc avancer. Dites-moi comment on peut avancer dans un pays quand on abandonne le corps du père de l'indépendance dans un trou quelque part. Quand vous regardez la tombe de Fulbert Yulou, il y a des chiens, des rats qui viennent déféquer dessus. Il y a des herbes partout. Personne ne s'en occupe. Les gens s'en foutent. Mais il est mort pour son pays. Pour le père de l'indépendance du Cameroun, Oumyobé. On veut faire passer Ahidjo pour le père de l'indépendance. Père de quel indépendant, de quel pays? Ahidjo. Par quel moyen? Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il soit père de l'indépendance de notre cher et beau pays, le Cameroun? Impossible. Ahidjo, père de l'indépendance. On ne peut pas être père de l'indépendance sans avoir lutté pour cette indépendance. Ni Paul Biya, ni Ahidjo, ni tous ces gens qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, personne n'a lutté pour l'indépendance du Cameroun. Ceux-mêmes qui ont causé la guerre au Cameroun, le génocide, le disent de façon claire. Foucault lui-même le dit de façon claire. Malheureusement, nous avons donné l'indépendance à ceux qui ne la voulaient pas. Et nous avons refusé l'indépendance à ceux qui la voulaient et qui sont morts pour cette indépendance. C'est de ça qu'il est question et c'est ça qui est la vérité. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire passer Ahidjo pour le père de l'indépendance, alors qu'il était déjà au pouvoir et participait, pendant que son peuple était en train de mourir, il dirigeait tranquillement le Cameroun. Jusqu'en 71, jusqu'en 75 même encore, il y avait des morts de partout. Il était au pouvoir. On veut le faire passer pour le père de l'indépendance. À quel moment il a lutté pour la libération du Cameroun? Jamais. Ceux qui ont lutté, qui se sont battus pour le Congo actuel. C'est le cas de Lumumba. La dent. Et c'est le nègre lui-même qui était là, c'est le noir lui-même. Pardon pour le mot, parce que j'espère qu'ils ne vont pas signaler ce mot. Parce que quand tu utilises ce mot-là maintenant, Facebook seulement te bloque. Il ne faut surtout pas utiliser ce mot-là, que ce soit même en commentaire ou bien, voilà. La dent de Lumumba qui avait été retirée. Son fils Roland Lumumba a encore fait un témoignage il y a encore quelques jours. Son fils, Roland, à l'âge de 4-5 ans, Lumumba comme ça le portait en main. Quand il y a on l'appelait l'un des soldats, qu'on appelait le père à l'époque, on l'appelait sergent. Il y a une dame qui chante au Congo actuellement. Son père à l'époque était sergent. Et c'est lui qui avait pris le bas de l'arme pour cogner sur la tête. Le même Roland là, jusqu'à cet âge, a encore la cicatrice là. Pongolov, voilà, l'artiste congolaise s'appelle Pongolov. Son père à l'époque, on l'appelait le Major Pongo. Et c'est lui qui avait pris le bas de l'arme pour taper sur la tête de Lumumba avant qu'on ne l'achève. Et finalement, quand il a été achevé, qui a retiré la dent, j'ai oublié le nom du monsieur, qui avait pris cette dent de Lumumba en disant voici sa dent. Cette dent-là encore aujourd'hui au Congo, et il refuse de rapatrier cette dent. Les restes de Lumumba, il refuse de rapatrier cette dent-là au Congo. Voilà le père de l'indépendance d'un pays qui s'est sacrifié. Tant que les Africains ne vont pas se lever pour dire non à tout cela, à toutes ces injustices, on va continuer dans cette malédiction. C'est des accidents de circulation, c'est des catastrophes naturelles, c'est l'ensemble de tout ça, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est tout ça qui va suivre. Je suis désolé, je dois aller laver mes assiettes. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder, j'espère que j'ai été édifiant. Quand c'est ce genre de live intéressant, constructif, partagez massivement au lieu juste de regarder. Il faut partager. Parce qu'après, ils disent que oh, je ne produis jamais rien, je suis dans le Congo. Ça. Bon, voilà un live du début jusqu'à la fin.
Je n'ai dit aucun mot déplacé. J'ai été constructif, suffisamment clair dans mon argumentaire. Voilà. Merci à vous.